Mesdames, Messieurs, chers jurys, ce soir j'essaierai d'avoir de la hauteur, de ne pas prendre parti à un parti, en particulier de ne pas me laisser influencer. Car on a pour image de conservateur se retraiter, affalé dans son canapé, devant BFM TV à longueur de journaux, à l'auteur de journaux, et qui, à son temps, a critiqué les journaux pour qu'ils aillent davantage au boulot. Ce gros personnage, celui qui s'oppose au progrès, déteste les LGBT et a une certaine hostilité envers les personnes colorées. Ça c'est ce que les gens pensent et les gens aiment à penser. Mais ce soir, je ne suis pas là pour les critiquer, car je le sais, ce serait choisir la facilité, sans aucune originalité. Et tant pis si je ne fais pas l'unanimité ce soir. Ces conservateurs-là ont vécu des changements et trouvent grand le monde d'antan et petit celui d'aujourd'hui. En bref, que c'était mieux avant, que l'on ne peut désormais plus rien dire, que la seule expression qui règne est le grognement. Alors oui, évidemment, on pourrait tympaniser ces conservateurs, affirmer qu'ils sont couards, et que leurs traditions sont comme de faux espoirs, qu'ils conservent à tort. Mais je pense qu'être conservateur, c'est avant tout être observateur. Que c'est la vision d'une évolution effrénée et incontrôlée qui rendrait l'homme esclave de ses avancées. L'égrainement des traditions séculaires sans lesquelles ils seraient déboussolés. Que c'est de cette vision-là qu'ils ont peur. Cette vision-là qui les effraie. Car accepter le changement, c'est comprendre que l'on sait ce que l'on perd, sans aucune promesse de se comprendre. Alors ces gens, sont-ils peureux? Sont-ils simplement de fatalistes résignés qui pèsent? Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que la réalité n'est pas infondée, que s'ils exagèrent, ce n'est pas que pour nous galvauder, non, mais bien pour nous alerter. Et que s'ils ronchonnent, ce n'est pas pour vérifier, mais plutôt pour s'indigner. Et comment leur en vouloir? Car s'ils grognent, c'est qu'ils y voient de l'espoir. Et on devrait se réjouir d'avoir des amoureux du pays et de ses traditions, même si cela peut parfois aller à l'encontre de nos ambitions. Au fond, ils ont juste peur que la mère patrie devienne damnation. Comment leur en vouloir? Ils sont dépassés et n'ont plus de pouvoir. Alors de quoi nous préviennent-ils? Nous aussi, on se retrouvera peut-être dépassés, délaissés par la société. Dans l'incapacité de riposter, condamnés à regarder le monde s'effondrer sous nous. On finira alors peut-être par devenir conservateurs nous aussi. Alors, autant les écouter, les regarder, mais sans grogner. Ce que je dis, c'est que même et surtout, si cela vous sidère, il faudrait songer, même avec difficulté, à les reconsidérer. Test. Donc comme ça, c'est moi, le retenu coupable, d'avoir pointé du doigt les déviances du clan, d'avoir tenu ma ligne, fier et indomptable, d'avoir très vite dressé un sinistre bilan. Pour conclure, c'est moi l'ignoble et l'antagoniste. Dans ce chaos de lieux où la honte grandit,
Ou si ce n'est l'échec, presque rien ne subsiste. Où l'habitude est de voir le déshonneur brandi en un drapeau, comme un gage de liberté. Bien, je crois qu'il est temps pour nous de disserter. Causons. Sentons un peu l'état de notre groupe infâme. Naufrage des messieurs, cauchemar de ces dames, ce théâtre de mort, où même le sol pue, où les murs se meurent de tout ce qu'ils ont vu, et la conséquence d'une chose certaine. Nous sommes réunis, parfois même par dizaines, mais nous nous tenons comme si nous étions seuls, avares et fermés comme un bout de linceul. Pas plus tard qu'hier, au moment des conférences, certains élèves ne pouvaient pas s'installer. Les coupables sont ceux qui, trop pleins d'arrogance, occupent, même à 7, toute une rangée. Et voilà. 4 s'assoient à gauche, 3 s'assoient à droite. Et les places du milieu sont inaccessibles aux gens qui craignent d'être trop maladroites, indiscrètes, en plein discours, compréhensibles. Prenez cette anecdote de chaise comme un exemple de la crevardise que l'on inflige aux autres. Puisse-t-elle être un mémo pour qu'ensemble, on bâtisse, on s'offre un domaine qui soit vraiment le nôtre, un domaine où chacun se préoccupe de ses actions, un domaine apaisé, où chacun a conscience que ses actions influent sur le devenir commun, où l'on se préoccupe d'avoir la confiance qui est accordée aux hommes opportuns. Cela passe entre autres par le respect des aînés. S'ils sont formels, je ne vais pas les voir en short. Cela passe aussi par le fait de s'entraider. Grand merci à tous ceux qui m'ont prêté main forte, car moi le premier, je n'ai pas toujours su être un modèle de vertu. Je ne suis pas resté maître de mes émotions non plus. Ce que je possède en qualité, j'en présente le double en faille. Partout où je vais, mes mauvais choix me précèdent, mais Dieu merci, j'ai aussi des alliés de taille avec qui devenir meilleur. Amine, Quentin, Saka, Jerry, Virgile, Ratio, Vivien aussi, tant d'autres que je n'ai pas nommés, sont autant de merci que je peine à donner, donc. J'en suis presque à oublier ce que j'énonce. Quelle était déjà la question de tout à l'heure? Un groupe? Est-ce le fait d'être seul à plusieurs? Sans dire oui ou non, vous avez ma réponse. Mesdames, Messieurs, chers jury, les chats retombent toujours sur leurs pattes. Encore faut-il qu'ils soient tombés, n'est-ce pas? Quel comble, me direz-vous, pour un tel as de l'agilité, de voir sous lui le sol se dérober. Mais même les meilleurs finissent par tomber. Un roi totalitaire, méprisant le peuple, peut en perdre la tête. Un valet, tomber à cœur perdu dans une relation, mais ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas que les chevaliers qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Des enfants observent des bombes tomber à pic. Alors, quand on est dans un pays déchiré, comment l'as pourrait-il tomber à pic? Comment espérer que la chance tourne dans un monde qui lui-même ne tourne pas rond? Comment croire en l'égalité des chances
quand il n'y a qu'une seule couleur dans le haut du paquet? Comment s'en sortir quand la fortune est du côté des plus fortunés? Comment se défaire du mauvais sort quand c'est toute une société qui l'a jeté? N'en déplaise aux cartes de tarot, on ne peut pas prévoir l'avenir. Parfois, la vie est aussi fragile qu'un château de cartes. On peut, en un coup de vent, tout perdre, être détruit. Je dis on peut car sur ce point, je n'aurai aucune expérience à partager. Né dans une famille aisée, scolarisé dans le privé, famille de cadres diplômés, je n'ai peut-être même jamais rien mérité. Pas de proches à regretter, rien à leur cacher, toujours épaulé. Pour moi, tout est toujours tombé à pic. Je ne développerai donc pas de messages motivants, disant que la chance, il faut la provoquer, qu'il faut juste voir la chose du bon côté, que tout tombe à pic à qui sait attendre, que les gentils finissent toujours par gagner. La vie, ce n'est pas un Disney. Et les méchants, c'est juste les gentils vus de l'autre côté. Ce texte, même s'il me tient à cœur, ne va pas rebattre les cartes, car si des enfants, forcément innocents, sont tués, ce n'est pas parce que Dieu joue au dé, mais parce que des hommes jouent au Dieu. Car s'il arrive que des ponts, des corps tombent à pic, ce n'est pas le vent qui les y a poussés, ce n'est pas parce qu'ils plongent, mais c'est bien des moqueries qui les y ont poussés. Car si ce texte a tendance à vous attrister, ce n'est pas parce que l'on se retrouve face à la réalité, mais bien parce que face à la tendance, il est difficile de s'opposer. Alors, face à l'absurdité du monde, que faire? Personne ne peut porter seul le poids du monde. Non, personne n'est Atlas. Nous ne sommes pas non plus ces astres qui tombent à pic. Mais ensemble, ce rocher qu'est le monde, tel Sisyphe, on peut le pousser et espérer, toujours plus haut, le voir s'élever. Alors j'espère, en tant qu'illégitime car trop fortuné, j'espère que tous ceux dont le ciel tombe sur la tête puissent, comme les chats, se retourner. Si nous n'avons pas de nœud. Un sujet de prime abord, quelque peu déroutant, je vous l'accorde. Mais c'est avant tout un sujet qui, lorsque nous tentons de le dévoiler, nous invite à nous questionner sur le sens que revêt une fin, un but, un objectif. Finalement, il nous fait philosopher. Et parce que je sais que cela constitue un répulsif pour certains, j'aimerais juste rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je m'adresse à vous, étudiantes et étudiants, à qui il ne reste que 3 ans. Pensez-vous que Pythagore, Aristote ou Descartes aient choisi entre science et philosophie? Par ailleurs, comment explorer les sciences si vous ne savez pas pourquoi vous les pratiquez? Ce n'est qu'un exemple de réflexion, parmi tant d'autres, que soulève ce souci de l'intérêt de cette charrue dépourvue de bœufs. Laissez-moi vous expliquer. Mettre la charrue avant les bœufs, tout le monde connaît cette expression. C'est commencer par où l'on devrait finir, c'est faire les choses dans le désordre. Les bœufs, représentant les conditions d'atteinte de la dernière étape menant à un objectif, dernière étape qui n'est que métaphoriquement illustrée par la charrue. Le souci de l'utilité de cette charrue privée de bœufs met en lumière un premier problème. Il remet en cause la valeur d'une fin face à celle qu'on attribue aux moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Mais vous dire que le parcours réalisé pour accomplir un dessein compte bien plus que le dessein lui-même, parce qu'il est source d'expérience, d'enseignement, d'enrichissement, ne ferait que paraphraser Confucius, Coelho et bien d'autres. Il est clair que le chemin parcouru pour gravir l'Everest vaut bien plus que l'atteinte de son sommet, car la contemplation qu'on y fait alors
n'a de saveur que parce qu'elle est le fruit d'un dur labeur. Mais moi, je désire au travers de mon discours que nous allions plus loin, que nous questionnions la fin elle-même. En effet, s'acheminer vers un but est incontestablement gratifiant. Mais connaître l'intention profonde qui nous conduit à le poursuivre en est d'autant plus réjouissant, car c'est alors que le but acquiert sa signification. Que faire de la charrue si nous n'avons pas de bœuf? Eh bien, selon moi, rien du tout. Que faire de mon diplôme d'ingénieur en informatique si je ne sais pas programmer? Rien du tout. Que faire de mon diplôme d'ingénieur en informatique si je ne sais pas comment est interprété mon programme? Rien du tout. Que faire de mon diplôme d'ingénieur en informatique si je ne sais pas pourquoi est-ce que je programme? Rien du tout. Certains me diront que tout cela est superflu. Et à ces mêmes personnes, je répondrai: quel sens donnez-vous à votre diplôme si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous l'avez? De la même façon, cette charrue perd de son sens lorsqu'elle est dépourvue de bœuf, mais en est complètement dénuée lorsqu'il n'est pas permis de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été façonnée. Ainsi, une fin n'a de sens véritable que lorsque chaque effort déployé pour sa conduite est guidé par la compréhension profonde de notre motivation. Vous voulez vous installer? Bon, déjà, je tiens à remercier à tout le monde d'être venu assister à cet événement. Je tiens à remercier l'ensemble des membres du jury, l'Espace Charenton de nous avoir accueillis pour cette journée spéciale pour nous tous. C'était la première édition de cette compétition et franchement je suis heureux de comment ça s'est passé. Ça a demandé du travail pour tout le monde, que ce soit en termes de l'équipe, forum. Je remercie énormément Xavier et Alexandre pour tout ce qu'ils ont fait. On peut les applaudir, hein, franchement. Et encore un grand merci aux participants, ceux qui ont participé à la demi-finale, ceux qui ont participé à la finale. Enfin, je pense qu'on peut encore les applaudir. Je pense que je pourrais encore parler longtemps, mais on va aller au cœur du sujet, au vif du sujet. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est désigner les gagnants de cette compétition. Alors, je tenais aussi à dire que Rades sponsorise l'événement en nous offrant une bouteille de champagne pour les gagnants. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais annoncer les 4e et 3e du concours. Un petit roulement de tambour, j'entends un petit peu de bruit là. Alors, à la 4e place, nous avons Yacine. Ensuite, pour la 3e place, nous avons Grégoire. Je pense que des sons. Il se décharge de sa responsabilité. Il va partir en courant. Nous, la deuxième, va t'attendre à la sortie. Non, moi je veux me joindre à tes mots. Déjà pour toutes et tous vous féliciter. C'était un concours exceptionnel, vraiment incroyable. Enfin, je le dis. En tant qu'adjoint au maire sur les parties d'éducation et d'enseignement supérieur, je fais beaucoup de jurys de concours d'éloquence, notamment à l'université, avec des étudiants en droit, en sciences politiques, dont on pourrait se dire qu'ils sont, de par leur formation, plus habitués, on va dire, à prendre la parole en public de manière générale et à faire des discours comme vous avez pu le faire.
Et du coup, le niveau que j'ai pu voir ce soir est vraiment incroyable. Ça a été difficile, vous avez vu, on a quand même passé entre 5 et 10 minutes à voter. Il y a eu une grille très scientifique. Hein. On a notre collègue, voilà. Moi, j'ai rien compris parce que je ne suis pas du tout scientifique, mais je lui ai fait entièrement confiance. Donc, ça a été hyper difficile. Donc, vraiment, encore une fois, bravo à vous. Et donc, on va annoncer la première place. C'est comme Miss France. Et donc, la première place. La grande gagnante de ce concours est donc Sarah. Elle pèse à peu près 112 kilos, mais c'est un vainqueur du concours d'éloquence. Et donc, vous l'avez compris, bien sûr, la deuxième place est pour Valentin. Il est beau aussi. Magnifique. Donc c'est fini, c'est la première édition du forum. Je vous remercie encore d'être venus. Là il y aura un petit buffet qui va être distribué à côté, donc je vous laisse en profiter. Encore merci de venir à ce forum et à l'année prochaine. Merci beaucoup.